Je dirais que quand on regarde la dernière mise à jour du consensus ECHO sur la rectocolite hémorragique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on distingue un peu deux formes de rectocolite hémorragique. Celle qui va nécessiter du 5-ASA dès le départ et qui va rester sous 5-ASA, qui n'a jamais besoin d'autres traitements, notamment immunosuppresseurs et biologiques, c'est à peu près un patient sur deux atteint de rectocolite hémorragique. Et puis chez un patient sur deux, quand les 5-ASA ont échoué, il va falloir considérer une thiopurine ou une biothérapie. Je dirais que quand on se focalise sur justement ces patients qui sont traités par 5-ASA, il ne faut pas louper cette étape-là. C'est une étape clé. Pourquoi? Parce que si on utilise un traitement suboptimal, si on ne respecte pas les recommandations en vigueur sur le plan international, ces patients sous-traités vont avoir plus recours à la corticothérapie systémique, qui a des effets secondaires, au traitement immunosuppresseur, qui a aussi des effets secondaires, et puis aussi aux biothérapies, qui ont aussi certains effets secondaires, et puis un certain coût. Les 5-ASA, c'est vraiment, je crois, la pierre angulaire du traitement de la rectocolite hémorragique légère à modérée. Il faut toujours passer par cette case, et encore une fois, il ne faut pas louper cette étape-là. Donc, on le sait dans les formes coliques gauche. Dans les formes coliques gauche, on doit débuter par un traitement local et un traitement oral. C'est la même chose d'ailleurs pour les atteintes pancoliques. Quand on regarde finalement les recommandations pour la forme pancolique ou la forme colique gauche, c'est la même prise en charge de la première poussée. On va faire une association orale, locale. ECHO ne distingue pas vraiment les différents types de 5-ASA. On a appris au fil du temps que probablement l'efficacité est similaire, même si le mode de délivrance dans l'intestin grêle, dans le côlon, peut-être parfois un petit peu différent. On a l'impression que tout le monde, tous les 5-ASA sont à peu près similaires. Donc, l'autre challenge, c'est quelle dose. Donc, il ne faut pas se louper non plus sur la dose d'attaque, qui est souvent plus élevée que la dose d'entretien, même si parfois, chez des patients qui récidivent, on peut discuter une dose d'entretien qui va être un peu plus élevée, mais il ne faut pas louper ça. Donc la dose d'attaque, elle doit être optimale. On sait qu'elle varie selon le 5-ASA, mais il faut vraiment ne pas sous-traiter ces patients-là. Un autre élément important, ça c'est pas vraiment, on va dire, ce que relève le consensus, mais c'est un conseil pratique, c'est qu'il est très important que ces médicaments-là, je dirais quel que soit le 5-ASA, ils soient administrés en une prise. On voit souvent des prises étalées sur la journée, Il faut que ça soit pris en une prise, quel que soit le 5-ASA. Ça améliore la satisfaction du patient, c'est plus simple. Et probablement aussi qu'en termes d'observance, c'est mieux. Et quand il y a une meilleure observance, que le patient prend son traitement, encore une fois, on va avoir un moindre recours à la corticothérapie, aux immunosuppresseurs, aux biothérapies. Donc, ça peut paraître simple, parce que depuis 20 ans, on a beaucoup parlé des biothérapies, on a beaucoup parlé des immunosuppresseurs, mais finalement, on a nos 50% de patients qui ne vont nécessiter que des 5-ASA. Donc je crois que suivre les recommandations, c'est fondamental pour que les patients suivent un traitement efficace, avec des taux de cicatrisation muqueuse qui sont quand même élevés, minimum de 50%, et bien tolérés, et la plupart des patients vont être contrôlés dans les formes légères à modérées grâce à un traitement par 5-aminosalicylique.